présenter Cyprien Lannoy. Euh, Vous êtes en thèse en sciences de l'éducation à Jean Monnet, donc l'Université de Saint-Étienne. Et le titre de votre thèse, c'est La notion d'organisation dans la conception de l'éducation de Diderot ou le renversement de la hiérarchie des codes naturels, civils et religieux. En fait, vous étudiez Diderot depuis longtemps, puisque vous l'avez étudié au cours de votre mémoire intitulée Diderot ou les intuitions épistémologiques de la sensibilité. Et ce mémoire qui a été publié d'ailleurs à la Société Diderot. Et puis, vous avez fait de nombreuses communications sur Diderot sur lesquelles je ne vais pas revenir pour être le plus concise possible. Vous êtes en ce moment aussi professeur de philosophie. Et vous allez nous parler des considérations sur la constitution du génie d'après Diderot. Voilà. Si c'est bon pour vous, nous Voilà, pouvons si vous écouter. vous m'entendez bien? Oui, donc merci beaucoup de nous présenter votre communication. Bon, ben merci à toutes et à tous. Merci de me donner la parole dans le cadre de cette journée d'études. En effet, j'aimerais travailler auprès de vous donc la conception qu'a développée Diderot du génie. Alors, il faut que j'avoue que les écrits sur ce thème concernant Diderot sont nombreux. Je tiens d'ailleurs à la disposition des auditeurs une liste d'articles, s'ils le souhaitent, qui traitent précisément de cette question. Mais j'ai voulu et j'aimerais approfondir cette question et cette conception du génie chez Diderot à travers précisément la notion d'organisation, parce qu'elle me semble essentielle, précisément aussi parce qu'elle est centrale dans le cadre de ma thèse de doctorat. D'où le titre de cette intervention, Considération sur la constitution du génie d'après Diderot. Alors je vais axer principalement donc, et quasi totalement mon propos là-dessus, mais je veux préciser immédiatement que selon moi, il est impératif, nécessaire de pouvoir doubler ce premier propos considération sur la constitution du génie sur un second qui viendrait étudier les conséquences en matière d'éducation précisément de cette considération du génie. C'est pourquoi je pense, et ça sera le cadre de ma conclusion, c'est pour ça que j'en parle, il serait nécessaire de doubler ce propos par un propos qui pourrait s'appeler considération éducative sur la constitution du génie. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une sous-partie de ma thèse de doctorat. Je cite mon directeur de thèse, c'est toujours agréable pour lui, qui est Philippe Fauré, donc professeur en sciences de l'éducation à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Diderot s'intéresse très tôt à la médecine et même précisément à la physiologie. Alors, la définition de la physiologie, je la prends dans l'encyclopédie. La voici, physiologie de fusis nature et logos discours, c'est-à-dire la partie de la médecine qui considère ce en quoi consiste la vie, ce que c'est que la santé et quels en sont les effets. On l'appelle aussi la physiologie, économie animale, traité de l'usage des parties. Alors cette définition est importante parce qu'elle me permet très brièvement de définir l'organisation. Et là, je prends aussi l'article de l'encyclopédie, un article non signé, organisation, arrangement des parties qui constituent les corps animés. Alors les corps animés, des anima, doués d'âme, on peut même aller plus loin, à la rigueur, ce serait bien entendu les corps doués de vie. Et là, on peut s'arrêter sur les propos de Charles Bonnet dans sa contemplation de la nature, où il précise que les solides organisés se divisent en végétaux, animaux, dont dans les animaux, bien entendu, les êtres humains. Alors, on ne peut pas faire l'économie, selon Diderot, de ces deux sciences que sont la médecine et la physiologie. Il affirme, c'est qu'il est en effet bien difficile de faire de la bonne métaphysique et de la bonne morale sans être anatomiste, naturaliste, physiologiste et médecin. Pour Diderot, le génie, précisément, est un homme d'une naissance, génésis, peu commune. Il est le résultat d'une certaine organisation physiologique extraordinaire, hors norme, et cette organisation est bien entendu due à la nature. Dans sa réfutation suivie de l'ouvrage de l'homme d'Helvétius, il écrit « La nature pousse l'homme de génie ». Diderot, en effet, rejette l'idée d'Helvétius selon laquelle les différences constatées entre les esprits, et on a essayé d'évoquer ce matin la notion d'esprit, la différence causée par les différents esprits, cette différence serait causée par trois choses pour Helvétius, l'éducation, le hasard des circonstances et l'intérêt. Ce sont les trois mêmes critères qui, pour Helvétius, peuvent faire de tout homme un génie, ce que Diderot refuse. Pourquoi? Il écrit, c'est la nature, c'est l'organisation, ce sont des causes purement physiques qui préparent l'homme de génie.
On le comprend, la notion d'organisation naturelle individuelle est cause du génie, elle dessine le génie. Alors, puisqu'elle dessine le génie, c'est à partir de cette conception d'organisation que je voudrais évoquer trois traits, trois caractéristiques du génie aujourd'hui. Je n'en prends que trois, mais il pourrait y en avoir pour plusieurs. Premier trait, en raison de sa physiologie, Diderot soutient l'idée que le génie est un être rare et original. Alors, on l'a évoqué ce matin, mais j'y reviens. Donc, original et rare. Dans l'encyclopédie, l'article originalité propose la définition suivante: manière d'exécuter une chose commune d'une manière singulière et distinguée. L'originalité est très rare. La plupart des hommes ne sont en tout genre que des copies les uns des autres. Donc on comprend, le génie pour Diderot étant un être original, il est, je cite, un être bizarre, on l'a dit aussi ce matin, qui tient sa façon singulière de voir, de sentir, de s'exprimer, de son caractère. Si l'homme original n'était pas né, on est tenté de croire que ce qu'il a fait n'aurait jamais été fait, tant ses productions lui appartiennent. Diderot provoque, et il aime bien provoquer Helvétius dans sa réfutation, il provoque Helvétius justement au sujet de cette originalité du génie. Mais, monsieur Helvétius, vous qui employez assez souvent le mot original, pourriez-vous me dire ce que c'est? Si vous me dites que c'est l'éducation ou le hasard des circonstances qui fait un original, pourrais-je m'empêcher de rire? Dans le Neveu de Rameau, on découvre un de ces êtres originaux. Moi fait la rencontre de lui, et lui est certainement, ou a au moins un peu le caractère, ou la caractéristique, ou le tempérament d'un génie. Un après-midi, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. Il poursuit. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune. Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Et moi de conclure, je n'aime pas ces originaux-là. Alors, pour la rareté des génies, un petit mot. La rareté est conséquence de leur originalité. Diderot évoque là aussi une organisation physiologique particulière, une nature hors norme. Il écrit « Les génies lisent peu, pratiquent beaucoup et se font de même. C'est la nature qui forme ces hommes rares-là. » Deuxième trait que je voudrais dessiner avec vous aujourd'hui, de par son organisation, le génie est propre à une activité, il est doué pour une et une seule activité selon Diderot. En fait, il a une compétence particulière et pour mieux dire, il a une compétence singulière. Les gens de génie, pour Diderot, ne sont bons qu'à une chose, et ce d'après les lois naturelles, le code naturel. Je cite, « L'homme de génie et la bête se touchent, parce qu'il y a dans l'un et dans l'autre un organe prédominant qui les entraîne invinciblement à une seule sorte d'occupation qu'ils exécutent parfaitement. » Organe prédominant, vous comprendrez qu'on est bien dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire dans le cadre de l'organisation biologique. Autre terme qu'utilise Diderot, c'est le terme de la fibre. Dans ses observations sur Hemsterhuis, Diderot précise le rôle, là aussi, d'une fibre qu'il désigne comme prédominante. Je ne définis pas l'instinct, c'est selon moi une qualité conséquente à l'organisation qui applique l'animal à une sorte de fonction particulière. Plus elle est propre à celle-là, moins il est propre aux autres. Il en est de même du génie dans l'homme, c'est une fibre prédominante. Alors, fibre prédominante que Diderot reprend aussi dans son fameux essai sur les règnes de Claude et de Néron, je cite, « Homme, s'il existe dans ton cerveau une fibre plus énergique que les autres, tu n'es plus propre qu'à une chose, tu es homme de génie. L'animal et l'homme de génie se touchent. » Alors, vous voyez ici qu'il y a une identification ou une comparaison assez constante entre le génie de l'homme comme un caractère ou un tempérament et l'instinct animal. Et bien entendu, les deux termes sont souvent proches chez Diderot puisqu'ils relèvent, ce sont des références, ils relèvent de constitution naturelle, de physiologie, d'organisation. Helvétius écrit « On ne naît point avec tel ou tel génie particulier ». Et Diderot répond « Cette vérité est bien nouvelle si c'en est une, car on a pensé et dit jusqu'à présent que le génie était un don particulier de la nature qui entraînait l'homme à telle ou telle fonction dont on s'acquittait médiocrement ou mal sans lui, sans le génie. » Et dans sa satire première sur les caractères, Diderot écrit « L'homme qui est tout entier à son métier, s'il a du génie, devient un prodige. S'il n'en a point, une application opiniâtre l'élève au-dessus de la médiocrité, de la moyenne.
Heureuse la société où chacun serait à sa chose et ne serait qu'à sa chose. Celui qui disperse ses regards sur tout ne voit rien ou voit mal. Le génie n'est propre qu'à une chose dans laquelle il doit exceller. En effet, il doit exceller dans cette tâche singulière, et il y excelle sans effort, alors que les autres hommes, d'une certaine manière, doivent faire preuve d'opiniâtreté, d'effort, pour essayer d'arriver au moins à la médiocrité, voire un peu plus haut. Indulgente nature ou ingrate nature, on le comprend avec Diderot, c'est parfaitement selon notre organisation, notre constitution, notre nature. Troisième trait que je souhaite soulever ici, il s'agit de l'esprit du génie. Et on en a dit quelques mots ce matin, il y en avait du mal même à focaliser là-dessus. Alors vous allez voir, je vais avoir aussi du mal un peu à focaliser là-dessus parce que Diderot prend quelques tangentes. Mais allons-y. Oui, le génie propose un troisième trait caractéristique, ce serait son esprit. Le génie serait caractérisé par un esprit différent de celui des autres hommes. Différence qui s'explique toujours par la physiologie, et j'ai déjà tout à l'heure cité un organe prédominant ou la fibre prédominante. Mais avant de confirmer ce troisième trait, je voudrais faire un détour par un fragment non daté de Diderot, qu'on appelait souvent un fragment sur le génie, parce qu'il y a 3 pages, et ce sont 3 pages dans lesquelles Diderot traite spécifiquement le génie. Mais là, il est un peu déroutant, ce fragment. Il y écrit « Il y a dans l'homme de génie, poète, philosophe, peintre, orateur, musicien, je ne sais quelle qualité d'âme particulière, secrète, indéfinissable, sans laquelle on n'exécute rien de très grand et de beau. » Et Diderot s'interroge, alors quelle qualité particulière de l'âme? Diderot en passe plusieurs en revue, plusieurs qualités. L'imagination? Non. Est-ce le jugement? Non. Est-ce l'esprit? Non. Est-ce la chaleur, la vivacité, la fougue même? Non. Est-ce la sensibilité? Non. Est-ce le goût? Non. Bon, alors je disais, toutes ces négations sont déroutantes parce qu'elles semblent remettre même beaucoup d'écrits de Diderot. Et notamment, tout à l'heure, j'ai cité Le Neveu de Rameau, dans lequel il parlait de cet homme original qui avait de la fougue, avait des poumons et avait de l'imagination. Il remet tout en cause ici, et il remet même, finalement, la qualité pour définir le génie, qui serait la qualité de l'esprit. Mais le fragment de Diderot propose la formulation suivante. Diderot y écrit, il confirme que le génie s'explique bien par une cause physiologique. Est-ce une certaine conformation de la tête et des viscères, une certaine constitution des humeurs? J'y consens, mais à la condition qu'on avouera que ni moi ni personne n'en a de notion précise. Et Diderot ajoute immédiatement dans la même phrase, et qu'on y joindra l'esprit observateur. Alors Lucien de Rennes, je ne gâche pas le plaisir de l'entendre tout à l'heure, je me tais, je n'en dis pas plus, mais il faut y joindre l'esprit observateur. Donc, je ne peux pas développer cette notion d'esprit observateur ou d'esprit prophétique, il le nomme aussi ainsi, mais malgré son « est-ce l'esprit ?» Non, je constate que Diderot vient à assurer qu'il y a une certaine aptitude quand même de l'esprit qui participe bien à la définition et à la caractéristique du génie. Alors, je note que Diderot, bon, j'en reste là pour l'esprit observateur, mais je note que Diderot écrit une certaine conformation de la tête. On voit bien que le principal organe considéré par Diderot a souvent été la tête ou ce qu'on appelle la cervelle ou le cerveau. Il y a un autre organe aussi qui est important pour définir le génie chez Diderot, je n'aurai pas le temps de le développer, je vous prie de m'excuser, ça serait frustrant pour vous, j'imagine, c'est le diaphragme. Et il y a donc ces 2 organes, le cerveau et le diaphragme, et Diderot bascule tout le temps, il fait souvent des allers-retours entre ces 2 organes, voire même parfois il les complète, parfois il les oppose, parfois il les confronte, et il vient confronter finalement l'esprit philosophe du génie. Alors l'esprit philosophe du génie, c'est celui qui pense, c'est celui qui observe, l'esprit observateur, c'est celui qui raisonne, il appelle ça l'esprit qui est sobre, et il y a l'esprit enthousiaste, il y a l'esprit divinatoire, il y a l'esprit prophétique du génie, c'est celui qui sent et qui est ivre. Et dans les salons de Diderot, on lit souvent, quand il parle de certains peintres de génie, c'est un peintre qui sent et qui pense. Bon, voilà, donc, et cerveau et diaphragme. Mais j'en reste au cerveau, principalement. Parce que le cerveau est l'organe que Diderot évoque beaucoup dans le traitement du génie, et notamment, bien entendu, dans sa réfutation suivie de l'ouvrage d'Helvétius, de l'homme d'Helvétius. Diderot reproche à Helvétius de ne pas avoir fait suffisamment cas du cerveau dans sa conception de l'homme. Helvétius n'a pas travaillé en physiologiste. Avec un peu plus d'attention, l'auteur aurait soupçonné que dans la combinaison des éléments qui constituent l'homme d'esprit, il en avait omis peut-être un, et peut-être le plus important, et son soupçon n'aurait pas été trop mal fondé. Cet élément, quel est-il? Le cerveau.
Quand Helvétius écrit qu'attribuer l'esprit à l'organisation sans pouvoir nommer son organe, c'est rappeler les qualités occultes, Diderot répond immédiatement, peut-être, mais on les nomme, c'est la tête. Quand Helvétius estime aussi que les hommes seraient tous nés avec la même capacité d'esprit ou le même potentiel d'esprit, Diderot conteste, et là c'est du Diderot vraiment à 100%, c'est ça qui est présent. Quelque envie que j'ai d'être du sentiment d'Helvétius, pourquoi ne le puis-je point? Pourquoi persiste-je à croire qu'une des plus fortes inconséquences de cet auteur, c'est d'avoir placé la différence de l'homme et de la brute dans la diversité de l'organisation et d'exclure cette cause lorsqu'il s'agit d'expliquer la différence d'un homme à un homme? Pourquoi lui paraît-il démontrer que tout homme est également propre à tout et que son stupide portier a autant d'esprit que lui, du moins en puissance, et cette assertion me paraît-elle à moi la plus palpable des absurdités, écrit Diderot. Pour Diderot, il s'agit de faire valoir l'importance de l'organisation dans les capacités intellectuelles de l'homme, et il va loin, ces capacités seraient des dispositions qui seraient même acquises avant la naissance. Dans ces éléments de physiologie, parce que Diderot a écrit des éléments de physiologie en 1780, dans ces éléments de physiologie, il dit « La raison où l'instinct de l'homme est déterminé par son organisation et par des dispositions, des goûts, des attitudes que la mère communique à l'enfant qui pendant 9 mois n'a fait qu'un avec elle. » Dans les éléments de physiologie, il y a précisément une partie sur le cerveau et même un chapitre sur l'entendement, et on y lit le jugement, ou ce qu'on appellerait la pensée, le jugement distingue les idées, le génie les rapproche, le raisonnement les lie. Rapprocher les idées, vous l'avez compris, c'est l'activité dans laquelle excelle l'esprit observateur du génie, et il excelle là plus aisément, plus efficacement, plus promptement que les autres hommes. Chaque homme est entraîné par son organisation, écrit Diderot, son caractère, son tempérament, son attitude naturelle, à combiner de préférence telles et telles idées plutôt que telles ou telles autres. L'homme de génie trouve son bonheur, précisément, et il ne se réduit pas à la médiocrité quand rien ne l'empêche, ni la société, ni le hasard, à laisser aller son tempérament naturel. Ce troisième trait, qui est la différence d'organisation physiologique des esprits et de l'esprit du génie particulièrement, implique que les génies soient considérés comme un être supérieur, un être qui force l'admiration et qui pousse à l'imitation, et il est donc un exemple. Malgré le fragment évoqué tout à l'heure, le génie est estimé supérieur parce que, je crois, parce qu'il est doué dans un degré supérieur de certaines facultés, et là on ne peut pas le nier, de sensibilité, d'imagination, de mémoire, voire d'attention précisément. Ce sont des facultés qui favorisent en l'homme de génie des rapprochements, on l'a compris, d'idées, et ce rapprochement d'idées, c'est grâce à lui que des œuvres exceptionnelles viennent au monde. Supériorité, Diderot évoque alors une échelle des êtres. Il a ce terme-là dans sa réfutation, une échelle des êtres placés justement sur cette échelle selon leur exercice, selon l'exercice de leur esprit. La partie centrale de cette échelle, elle est faite, et c'est la plus large, elle est faite des êtres, des hommes communément nés, communément organisés. Et il y a deux extrémités dans cette échelle. Alors c'est une échelle, de bas en haut. L'extrémité basse, c'est la stupidité. L'extrémité haute, c'est le génie. Diderot détaille. Je voudrais bien savoir comment on vient à bout de la stupidité naturelle. Tous les hommes sont classés entre la plus grande pénétration possible et la stupidité la plus complète. Et en dépit de toute institution, il faut peut-être voir là l'institution scolaire notamment, chacun reste à peu près sur son échelon. Et Diderot ajoute, l'homme que la nature a placé sur son échelon s'y tient ferme et sans effort. L'homme qui s'est élancé sur un échelon supérieur à celui qu'il tenait de la nature, y chancelle, y est toujours mal à son aise. On le comprend, une tentative de saut d'échelon, c'est une opération périlleuse, c'est une opération casse-cou, c'est une opération quasi impossible, puisque ce serait une manière vaine de contourner le droit, le code naturel, les lois de la nature. Rien ne sert de forcer sa nature. Et c'est justement Diderot qui écrit l'article forcé de l'encyclopédie dans lequel on lit « Forcer son esprit, son génie, son talent, c'est s'appliquer à des choses pour lesquelles on n'était point né. » Supériorité du génie, construite sur une différence d'esprit, ça justifie pour Diderot une inégalité entre les hommes. Les hommes ne sont naturellement pas égaux, ils ne se valent pas. Cela vaut pour le corps comme pour l'esprit. C'est bien une question de physiologie pour Diderot.
Je n'ai jamais vu deux hommes qui sautassent aussi haut, qui courussent aussi vite, qui tirassent aussi juste, qui jouassent aussi bien à la paume, et moins encore deux hommes qui eussent également d'esprit, parce qu'il était impossible que cela fût. Et si Helvétius entend que dans une société quelconque, un homme en vaut essentiellement un autre, c'est une erreur. La définition de l'homme et de l'homme d'esprit n'étant pas la même, et toute définition contenant deux idées, dont l'une est le genre prochain et l'autre la différence spécifique ou essentielle, on dirait une définition aristotélicienne, l'homme d'esprit est essentiellement différent de l'homme et aussi différent que l'homme l'est de la bête. La différence d'esprit est donc cause d'une différence entre les hommes, de la stupidité en passant par les hommes communément organisés jusqu'au haut de l'échelle, le génie. Et cette différence est donc une différence physiologique, constitutive, naturelle, de l'organe qu'est le cerveau, organe principal. Le génie, c'est une tête, le génie, c'est un cerveau, c'est un faisceau de fibres nerveuses, un sensorium communé qui est au-dessus de celui des autres hommes, qui est au-dessus de la médiocrité. Pour conclure, je dépasse un peu, mais je fais ma conclusion. Les hommes sont donc différents et inégaux d'esprit, le génie est en haut de l'échelle. Le verdict de Diderot semble quasiment sans appel. Je cite, « L'organisation, bonne ou mauvaise, constitue entre les hommes une différence que rien, peut-être, ne saurait réparer. » Tout est peut-être dans le peut-être. L'éducation familiale ou scolaire ne pourra pas parvenir à une égalité entre les hommes. Les différences physiologiques persistent toujours. Pour Diderot, il est absurde, je cite, « d'assurer qu'on puisse faire un Platon ou un Montesquieu de tout être communément bien organisé. » Alors pourquoi, et c'est mon interrogation finale, pourquoi avoir rédigé un plan d'université? Pourquoi Diderot a-t-il été si souvent force de proposition en matière d'instruction et d'éducation face à ce constat? Eh bien parce que je crois que Diderot, selon moi, ne ferme pas la porte à toute instruction et à toute éducation pour les enfants, qu'ils soient géniaux ou qu'ils ne le soient pas. Il y a, selon moi, un espace philosophique, un espace politique, un espace moral, un espace social qui reste tout à fait ouvert. Finalement, pour Diderot, aucun individu n'aurait peut-être d'esprit en naissant, mais une disposition à l'esprit. Une disposition qu'il convient de développer. Une disposition comme l'est justement le don du génie. Si le caractère, pour Diderot, est entier à la naissance, le génie, quant à lui, serait un germe en puissance qui devrait advenir en acte. Ou pour parler diderotien, ce serait une disposition, un germe qui serait inerte et qui devrait devenir actif ou vivant, comme un issus qui devrait être développé, si je parle en chimiste, comme aimait le faire Diderot. Certes, Diderot soutient toujours un déterminisme initial, c'est évident, mais il envisage une éducation pour le développement de ce germe inné. Certes, l'inégale organisation des esprits des hommes place les hommes face à une inégalité, face à l'instruction, mais cela n'empêche pas qu'il faille encore prendre soin de donner une éducation aux enfants. C'est sur cette idée de germe à développer que l'on peut comprendre deux remarques que rédige Diderot finalement dans ses réflexions ou dans son petit combat ou dans sa querelle avec Helvétius. Quand Helvétius écrit « L'instruction est la source unique de la différence entre les esprits », Diderot reformule « C'est une des principales. L'instruction, c'est une des principales sources. » Quand Helvétius argumente que l'éducation fait tout, Diderot admet que l'éducation fait beaucoup, mais ne fait ni ne peut tout faire. Alors je vais revenir, et très brièvement, je vous promets, sur une citation que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est la nature, c'est l'organisation, ce sont des causes purement physiques qui préparent l'homme de génie. On le comprend, l'organisation est un donné préparatoire qui a besoin de l'éducation comme fermentation, si j'ose dire. Citation sur le génie qui se poursuit d'ailleurs ainsi. Ce sont des causes morales qui le font éclore. C'est une étude assidue, ce sont des connaissances acquises qui le conduisent à des conjectures heureuses. Ce sont des conjectures vérifiées par l'expérience qui l'immortalisent. Préparer, éclore, conduire, immortaliser. Le génie est donc un talent donné par l'organisation physiologique, mais il demande, je le crois, un exercice éducatif à conduire jusqu'à son point ultime, qui est la postérité. Diderot pense en nuances. On ne donne point ce que la nature a refusé. Peut-être détruit-on ce qu'elle a donné. La culture de l'éducation améliore les dons. Cela vaut autant pour les aptitudes naturelles que intellectuelles que pour les aptitudes morales. L'avantage de l'éducation consiste à perfectionner, écrit Diderot, l'aptitude naturelle si elle est bonne, à l'étouffer ou à l'égarer si elle est mauvaise,
mais jamais à suppléer l'aptitude qui manque. Ça, on l'a compris. Mes derniers mots. Pour Diderot, le milieu familial, l'environnement économique, le contexte politique jouent tous un rôle non négligeable dans le parcours du génie. Diderot écrit, c'est que le génie est un germe dont la bienfaisance hâte le développement et que la misère publique, compagne de la tyrannie, étouffe ou retarde. Face à ce constat, Diderot prendra souvent la plume, plus souvent qu'on ne le croit, plus souvent qu'on ne l'a étudié jusqu'à aujourd'hui, pour défendre les principes, les valeurs et le contenu d'une éducation nationale, publique, gratuite et laïque, ouverte aux enfants communément nés, communément organisés, mais aussi aux monstres naturels que sont les génies. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette communication tout à fait passionnante sur le génie et sur sa constitution exceptionnelle. Alors, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions à poser, mais on attendra la fin de cette session-là pour les poser. Et je vais tout de suite présenter Foutaini Thomas. J'espère que je prononce bien votre nom. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Donc, vous êtes docteur en esthétique. Vous avez soutenu votre thèse à l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous avez une formation en philosophie, en lettres et en littérature comparée. Vous enseignez actuellement dans un cours préparatoire d'entrée à l'université grecque et votre thèse portait sur le rapport entre l'esthétique du premier romantisme allemand et des écrivains francophones du XXe siècle, René Char, Jean Giono, Julien Gracq et Léopold Sédar Sandor. Vous avez donc travaillé sur la réinvention de la poiesis romantique. Vous y avez aussi consacré plusieurs communications. Et vous allez du coup nous parler de la notion de génie, centrée, je suppose, sur éclairée par cette notion de la poiesis romantique chez Novalis. Voilà. Donc merci beaucoup de nous partager votre savoir et puis vous pouvez commencer quand vous voulez. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Merci. Ah, d'accord. Donc, tout d'abord, j'aimerais féliciter les organisateurs de cette journée d'études pour la préparation vraiment impeccable. Alors, comment saisir l'incompréhensible? Comment les représenter? Telle est la question qui préoccupe les futurs poètes et philosophes novalistes au moment où ils se trouvent confrontés au paysage chaotique du mélange géologique exposé par les cours qui suivent à l'école d'Émile de la ville de Freiberg en Saxe, où il arrive vers la fin de 1797, afin d'étudier l'art des mines. Disparité, irrégularité et graduation participent du spectacle monstrueux créé par les groupements inextricables des minéraux que Novalis étudie au cours de son séjour à Freiberg, mais également lorsqu'il transfère un an plus tard ses connaissances théoriques dans le champ empirique, se consacrant à l'étude des gisements de charbon. La pluralité des cours fascine l'ancien fonctionnaire de Saline en lui permettant d'améliorer les outils méthodologiques propices à faciliter la réalisation de son aspiration pour une approche combinatoire du monde, un besoin qu'il avait déjà ressenti au moment de ses études en philosophie à côté de Schiller et Fichte, en chimie, en mathématiques et en droit. Les semences, les brouillons généraux et les études fictéennes constituent les cahiers de fragments dans lesquels Novalis transcrit ses pensées pendant son parcours formateur qui est contemporain à sa participation au Cénacle romantique viennois. Ces fragments font entrelacer les réflexions novalisiennes sur les sciences de la nature avec celles qui concernent la philosophie et la poésie en vue de la réalisation de son propre projet, son encyclopédie. Comme fil conducteur à ces fragments sert l'évolution du terme génie. Celui-ci, comme nous allons le présenter, évolue du statut d'une approche méthodologique applicable aux sciences naturelles vers celui d'une ontologie de l'individuation avant de devenir l'incarnation même du projet de la romantisation.
La préoccupation de la classification encyclopédique qui traverse la géognosie et la minéralogie géographique, domaine auquel le professeur de prédilection de Novalis, Werner, fameux géologue de l'époque, consacre ses cours à la Berg Academy, est en conformité avec l'approche méthodologique de la génialité telle qu'elle a décrit Novalis dans ses fragments. Le penseur génial regroupe des observations, rapporte ces sommes d'observations les unes aux autres, les adynomise, les systématise. Note Novalis. L'approche géniale de la formation des couches géologiques donne la priorité au parcours expérimental qui se distingue par la perspicacité de l'observation et la pertinence de la classification. Peu d'hommes ont le génie de l'expérimenter. Les véritables amants de la nature se distinguent par son habilité à diversifier les expériences, les simplifier, les combiner, les généraliser, les populariser par son esprit de découverte de nouvelles expériences. Donc, seul le génie est aussi expérimentateur, nous dit Novalis. Avec ce dernier point, on voit se profiler la différence entre la perspective romantique de Novalis et celui de son maître géologue Werner, apprécié pour son grand esprit systématique qui manque pourtant de perspectivisme. De son côté, Novalis propose une vision globalisante qui embrasse la totalité des éléments au sens de l'universalisation progressive qui est un mot d'ordre du premier romantisme allemand. En parlant en termes géognostiques, il n'est plus question de dresser un inventaire au niveau local sans s'intéresser aux variables, aux particularités du microcosme. Élargissant les limites spatio-temporelles, la méthode géniale adoptée par les géognostes établit un dialogue entre les couches du présent avec celles du passé pour mieux souligner l'interaction qui existe entre les strates des roches sans aucunement minorer l'importance des divergences, ayant comme but de faciliter la restitution de l'indélisibilité du sens. Génie pour Novalis, au moment de ses études à Freiberg, évoque l'expérience de la confrontation avec un état de formation qui s'infinitise. Il s'agit d'un effort de classification d'une réalité en devenir continu à l'image de la stratification géologique, au cours de laquelle on est attentif à l'imprévisible. La nature se transforme par sauts. Les opérations synthétiques sont des sauts, idées soudaines, décisions, régularité du génie, du sauteur par excellence, constate Novalis dans ces fragments dont la construction abrégée reproduit la disposition d'esprit de la génialité telle qu'elle élabore le philosophe lui-même. Le génie novelisien, prémuni de toute adéquation gratuite, rejette les équivalences simplificatrices. En cela, il se rapproche de la définition du Witz proposée par les membres éminents du Cénacle Vienna et ami de Novalis, Schlegel. Schlegel, fondateur de la revue Athénaum, où paraissent initialement quelques fragments novalisiens, définit le Witz comme une explosion d'esprit comprimée. Bien qu'il agisse avec discernement, le génie exprime un esprit explosif, spontané, qui se lance dans la recherche de ce qui est propice à décevoir la trame de l'attente. L'approche géniale s'exprime de façon rocailleuse, soulignant le caractère décisif de son intervention subvertissante. Le génie s'adonne au travail du déchiffrement, s'appliquant à démêler les mélanges telluriques, de prime abord incohérents, exigeant la mobilisation d'une diversité de domaines, propice à générer une démultiplication des points de vue. Pour le génie novelisien, les frontières entre les disciplines ne sont plus opératoires. À cette thèse porte crédit le choix novelisien d'installer le terme génie à l'intérieur même des groupements parataxiques d'éléments hétérogènes. Tomie scientifique, génie, physique, poésie, politique, métaphysique, histoire, lit-on chez Novalis. Le génie s'implique dans une relecture continue qui montre une prédilection pour la simultanéité au niveau de la perception entre les éléments qui sont à première vue incompatibles. Lisons les fragments suivants où Novalis exprime son besoin de procéder à la révision de la classification orthognostique. Orthognosie historique spéciale, anatomie orthognostique, chimie et génie, degré du génie, orthognosie universelle, orthognosie synthétique, écrit Novalis. Agent de coordination entre les différents domaines scientifiques, le génie se transmue progressivement d'un procédé méthodologique
à une science propice à fonctionner comme un agent coordinateur. Novalis nous parle même de généalogie, conçue étant une critique qui est toujours plus élevée. Il s'agit, il nous dit, d'une méthode de progression. Il faut à ce propos rappeler que l'écriture novalisienne se déploie en fragments, suivant l'exemple de la graduation des strates géologiques. La structure parataxique à l'intérieur même du fragment novalisien rappelle la disposition des minéraux. À l'instar de cette disposition, où les liens transitionnels ne sont pas immédiatement saisis, les fragments novalisien fait coexister les détachements avec la liaison, mettant l'accent sur une forme d'interaction que l'approche géniale aime à privilégier. Le génie partage avec les fragments novalisiens la même aspiration unitive. Attardons-nous à ce point pour souligner que le génie novalisien demande à être compris sous la lumière du projet du premier romantisme allemand de la philosophie, de la rencontre, c'est-à-dire conciliatrice, de toutes les sciences sous les auspices d'une seule. C'est pourquoi Novalis croit que les sciences ne sont séparées que par un défaut de génie. Encore une fois, il est en vertu d'un comportement sans philosophique que Novalis conçoit la dimension systématisante du génie, mobilisant le concours de deux disciplines relativement éloignées, l'orthognosie et la mathématique. La mathématique, explique Novalis, est une science authentique parce qu'elle génialise méthodiquement. Les génies pratiquent l'analyse combinatoire telle que la cultivent les mathématiciens Hindenburg, dont les travaux exercent une influence considérable sur Novalis, effectuant la rencontre entre les particuliers et les générales, comme le note le philosophe lui-même. Une vraie méthode synthétique permettant de progresser en avant et en arrière, tel est le problème principal, méthode du génie divinatoire. La faculté divinatoire consiste à juger comme non opératoires les restrictions imposées par une perception mécanique des choses. C'est pourquoi le génie réside la linéarité au profit d'une plénitude qui embrasse une multiplicité d'aspects. Le génie est, précise Novalis, la plénitude de l'avenir, la plénitude du temps en général. Raison, imagination, endettement et sens ne sont que ces fonctions isolées. La génialité est coalescente à la capacité de déceler les parentés analogiques entre les sphères opposées en renforçant leur communicabilité, ce qui traduit l'ambition élargissante des écrits du cercle d'Iéna. Pour s'en assurer, il n'est que de lire les fragments que Novalis consacre à la formation même du génie. Une personne synthétique est une personne qui est en même temps plusieurs personnes. Un génie, chaque personne est le germe d'un génie infini. Elle peut être décomposée en plusieurs personnes, sans cesser pour autant être une, explique Novalis. Le génie est alors conçu comme un paradigme de l'intelligibilité cosmique à laquelle demeure très attachée la vision naturphilosophique du premier romantisme allemand. Celui-ci conçoit les éléments du monde comme des parties intégrantes d'un maestrum universel où chaque particularité conquiert son autonomie par la façon dont le céleri relie aux autres. C'est pourquoi Novalis considère que le génie doit se former à partir de la coexistence, la congruence, d'où la présence du terme génie à l'intérieur des séries énumératives comme la suivante. Art, science, artisanat, jet, nature, génie. Ce fragment est un exemple éloquent de construction asynthétique où le génie oscille entre intégration et autonomie. Le génie poursuit une présence en résonance organique avec le monde, ce qui implique inévitablement la confrontation avec l'altérité. En effet, dans la pensée novalisienne, la génialité se définit par la façon dont elle réfléchit sur les rapports qui se cultivent entre singularité et totalité, qui se doublent de ce qu'il faut articuler l'espace extérieur avec l'univers intérieur. Si l'on consulte les fragments novalisiens consacrés à la cosmologie romantique, on constate une tentative de représentation de la complémentarité ininterrompue entre les sphères du monde. Étant constitué lui-même d'un centre de forces qui se stimulent réciproquement, le génie n'est peut-être rien d'autre que le résultat d'une pluralité interne, précise Novalis, décrivant la manifestation de l'esprit génial comme l'aboutissement d'un travail de fondement entre les éléments dont il est lui-même composé.
Les tissages des liens constituent un trait définitoire du génie dont l'émergence consiste justement dans la liaison. À l'instar de l'organisme total, image qui préoccupe les études naturphilosophiques, la génialité qui est conçue comme un tissu de fragments prend naissance au croisement de l'opposition du sujet particulier avec son ouverture vers les multiples. L'émergence de la génialité est alors conditionnelle de la confrontation avec l'individualité, avec l'altérité. Plusieurs matières associées forment des matières organiques, plusieurs hommes de génie, insiste Novalis, qui saisit l'esprit génial comme un rapport analogique entre la découverte de la pluralité intérieure et l'épanouissement vers l'extérieur. Loin d'être disqualifiée, l'altérité s'avère être un composant indispensable à la constitution du génie, en raison du fait qu'il incite à l'activité. C'est sous la lumière de l'influence de l'enseignement du philosophe Fichte qu'on devrait comprendre les conseils novalisien suivants. Un génie doit être éprouvé, stimulé et formé par des contacts géniaux les plus divers. Novalis renforce l'aspect extroverti du sujet victéen, autosuffisant, autoposé, et il refuse de soumettre le monde extérieur au sujet autofondateur. L'épreuve de l'altérité constitue un pivot du processus de l'individuation ainsi que le présente Novalis. Pour former sa voix, nous dit le philosophe, l'homme doit s'approprier plusieurs voies. De même, pour développer son individualité, il doit toujours adopter de nombreuses individualités et savoir se les approprier. Il devient de la sorte un individu substantiel, un génie. Le génie novalisien ne se comprend ni comme un don naturel inexplicable lié à la présence du vent divin dans le cœur, comme le décrivent les dictionnaires de l'époque, ni comme une disposition innée de l'esprit, ainsi que le dirait Kant, qui apprécie l'ingénium plutôt comme l'expression du talent créatif dans le domaine des beaux-arts. Novalis, conformément à l'esprit expressionniste premier romantique allemand, se démarque de Kant, qui exclut la génialité du domaine scientifique. La démarche géniale contient pour Novalis la description artistique, mais elle doit être également pratique, technique et réelle, suivant la leçon que la philosophie tire de la géognosie comparée. En plus, dans toute approche unilatérale, le génie s'impose par son autonomie, prenant l'initiative de la représentation de sa propre causalité immédiatement, sans médium, ainsi que le décrit Novalis. Loin de toute idée de prédestination, la génialité se cultive de façon volontaire, ce qui amène Novalis à affirmer qu'on a du génie pour tout ce dont on a sérieusement envie. Le génie, en fait, se révèle dans le plaisir. Au dilemme, peut-on vouloir être ou devenir génie, Novalis rétorque par un état de vigilance qui rejette la passivité au profit de la créativité lors de formation, dissipant aussi la critique que Hegel adresse au romantique allemand quelques années plus tard, écrivant que le génie doit s'accompagner de pensées disciplinées et cultivées. Le génie n'est pas un observateur distancié, mais une instance intentionnellement impliquée et mobilisée qui subit une formation, un exercice continu, au cours desquels le génie agit de façon transformatrice sur lui-même et sur le monde. Comme l'explique Novalis, le génie n'est autre que l'esprit utilisant activement des organes. Jusqu'à présent, il nous dit, nous n'avons qu'un génie individuel, mais l'esprit doit devenir totalement génie. En effet, le génie s'éloigne des lectures divisionnistes et il introduit une forme de perception qui valorise la continuité entre les facultés humaines. Danser, manger, parler, sentir et travailler en commun. Être ensemble, s'écouter, se voir, se sentir sont des conditions et des causes et elles-mêmes déjà des fonctions de l'activité de l'homme combiné du génie. Les dons de nouveau chez Novalis. D'où la critique novalisienne à l'égard d'une interprétation partielle de l'esprit génial. Chaque génie a été jusqu'à présent unilatéral, le résultat d'une constitution maladive, note Novalis. Le génie s'excelle à s'expérimenter dans l'empirique, sans exclure aucunement la réflexion intérieure. C'est précisément ce qui justifie la description novalisienne du génie comme un être combiné, dont l'abstraction spéculative se complète par l'expérience du sensible dans une perspective de dépassement. Vouloir examiner la compatibilité
la compatibilité entre idéalisme et réalisme, s'intéresser à la possibilité d'une conjonction entre la réflexion et l'action, constitue un topos de la période de l'idéalisme philosophique allemand. Alors le génie accorde librement la contemplation et le contemplé, et semble les réunir librement à une seule œuvre. Sans génialité, nous n'existerons en général tout simplement pas, écrit Novalis, qui situe l'approche conceptuelle et l'exploration du sensible sur le même niveau d'essence sans que l'un intervienne dans la sphère de l'autre. Le génie, par son imagination productrice, procède à la création en vertu du démiurge. D'ailleurs, comme l'affirme Novalis, le génie est suprêmement poétique. Là où le génie a produit quelque chose, il l'a fait de façon poétique. S'inscrivant dans la lignée de la philosophie de la nature de Schelling et de l'intersubjectivité de Fichte, qui se préoccupe de la confrontation de l'esprit analytique avec l'expérience du sensible, le génie produit ce que Novalis qualifie de poésie synthétique, qui se définit odologiquement par la complémentarité qu'elle établit entre les règnes des idées et l'empirisme. La tâche de ce rapprochement incombe au génie, qui surmonte la difficulté ressentie par Schelling, qui s'applique à exprimer l'influence de l'esprit sur le corps et vice-versa. En outre, le génie exerçant une activité réévaluatrice sur les deux pôles, le monde extérieur et l'esprit, propose une révision du modèle fichtean, brisant son absoluité. Le génie, qui ainsi que l'explique Novalis, est une relation entre l'âme et l'esprit, entrecroise l'imagination au sensible, complétant la considération kantienne selon laquelle l'esprit, Geist, est ce qui mobilise l'âme, Gemut. Pourtant, tout en s'impliquant à renforcer les sollicitations, le génie ne permet pas d'équipuissance gratuite. Il se définit plutôt comme un principe qui dirige l'essence dans une perspective de diversification. Le génie prend en considération la rencontre, mais il n'autorise pas l'uniformité fusionnelle. Quand Novalis précise que les projections du génie sont tantôt des idées libres, tantôt des modèles, il valorise la libre communication, défiant toute espèce de cloisonnement dogmatique, sans pour autant s'insurger contre l'aspect systématique de son parcours. D'ailleurs, Novalis reconnaît que la réussite de Kant réside dans la méthode, dans la régularisation du génie. Il est à noter que le génie agit de manière libre, mais sans se livrer aux recherches aléatoires. En fait, son activité se veut respectueuse envers les déterminés, se montre fidèle aux règles que lui-même impose. Selon Novalis, le vrai génie relie les extrêmes, s'impliquant à effectuer la rencontre de la confusion avec l'ordre. C'est pourquoi à plusieurs reprises, la génialité équivaut pour lui à un état de concordance difficilement obtenu. Harmonie difficile du génie quantitatif, génie qualitatif, leur synthèse, nous explique Novalis, faisant allusion à sa formation en mathématiques combinatoires. L'analyse combinatoire fait articuler la réflexion qualitative qui étudie les rapports d'égalité à la réflexion quantitative qui s'intéresse aux ressemblances. Alors, tout en rejetant l'emprisonnement dans un perfectionnisme définitif, le génie fonctionne en opérant des rencontres qui progressent par alternance, en vue d'une harmonisation. Étant soucié de l'ordonnance rythmique, le génie exclut de sa démarche tout ce qui est vague ou imprécis, s'appliquant à établir un système de l'absence de système. Toute méthode, d'ailleurs, est rythme. Le sens rythmique est génie, insiste Novalis, qui précise le fait que le génie est le principe synthétique. Le génie rend possible l'impossible, connu l'inconnu, inconnu le connu. Vie et principe génial où génie ne font qu'un. Génie imparfait. Le génie doit son imperfection au fait qu'il se distingue par sa recherche inachevée, envisageant toujours l'incomplétude. Pour Novalis, l'homme idéal est synonyme du génie, mais l'homme, c'est-à-dire qui tend progressivement vers la complétude, sans jamais obtenir son accomplissement parfait, à l'image de la poésie universelle progressive romantique, qui ne connaît pas de conclusion définitive. C'est ainsi qu'une fois introduit dans les domaines du compréhensible, l'inconnu est de nouveau mis en question par les génies dans la perspective d'une réversibilité toujours renouvelée, ce qui protège le caractère événementiel et original de la recherche grâce aux inépuisables approches qu'elle génère. Obstiné par la quête des métamorphoses des rapports, le génie illustre bien l'aspiration romantique vers une fin inatteignable.
La mise en examen perpétuelle à laquelle s'adonne la génialité n'est pas en rapport avec les étapes de son parcours formateur. La formation du génie compte 3 périodes, écrit Novalis: l'athétique, l'antithétique et la synthétique. Le penseur génial commence par affirmer et dans un deuxième temps, il quitte cet état d'isolement de la complaisance du solipsisme pour entrer en communication avec l'altérité. Ensuite, le génie revient à la polémique, construit les autres et finit par un système d'affirmation. C'est ainsi que conclut Novalis, qui se détache sur ce point de la définition kantienne du génie, dont les conditions d'émergence sont inexplicables. Par contre, le génie novalisien s'applique à expliquer son apparition par sa distanciation critique. Pour conclure, la compréhension novalisienne du génie n'évoque alors pas une individualité exceptionnelle privilégiée par la nature ou un être éclectique distancié, mais une entité qui s'exerce au travail de la romantisation, de cette potentialisation qualitative qui envisage une exemplarité par l'amplification de la condétermination relationnelle. Il s'agit d'une disposition ontologique qui se définit par l'agir et l'ouverture synthétique, revendiquant les métiers de son statut en devenir continu, étant intransigeante à sa théorisation définitive. De cette interrogation légitime de Novalis, un génie est-il possible? Se laisse-t-il définir? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette communication. Merci à tous deux pour ces deux communications qui en fait sont très très liées dans la mesure où j'ai l'impression en fait que une des questions de fond qu'on peut constater, c'est la relation entre le continu et le discontinu que pose le génie. Hein, d'un côté, chez Diderot, enfin, c'est tout le problème voilà, à quel moment Diderot parle-t-il du génie comme talent et à quel moment Diderot parle-t-il du génie comme exception ou comme monstre? En fait, je crois que Diderot joue exprès sur l'ambiguïté du terme pour... enfin, c'est un peu difficile de comprendre où il va. Mais justement, lorsque on considère cette échelle que vous avez évoquée, en fait, est-ce que le génie là-dedans est un saut? Est-ce qu'on peut le penser comme dans la continuité de cette échelle-là? Est-ce que c'est juste une question de gradation ou le génie monstrueux est quelque chose comme un saut hors de cette régularité de l'échelle? Et puis, en fait, sur Novalis, que je ne connais pas du tout, je vous remercie vraiment, c'est très, très éclairant. En fait, Novalis, j'ai l'impression, est un lecteur de Diderot et en particulier des pensées sur l'interprétation de la nature. En fait, on est en plein dans ce que Diderot évoque là, c'est-à-dire de retrouver le continu dans ce qui apparaît comme étant du discontinu. Hein. C'est vraiment la fonction du génie. Enfin, son activité, quoi, retrouve le continu dans ce qui apparaît comme étant de la rupture. Il y a 2-3 choses que j'ai pas trop comprises, par contre, notamment que la nature se transforme par saut, hein, ce que vous avez dit. Oui. Là j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et puis aussi la notion d'analyse combinatoire, si vous voulez bien revenir là-dessus, parce que ça me semble absolument intéressant et surtout contradictoire. Hein. Analyse combinatoire, j'ai l'impression qu'il y a un saut entre l'analyse et la synthèse. Là, alors, je me demande comment est-ce qu'on peut rassembler ça. Et troisième chose, très rapidement, justement, le rôle, enfin, les 3 types de liens dans l'encyclopédie, hein, c'est décrit, je crois, dans l'article Encyclopédie de Diderot. Il y a des liens entre les disciplines, il y a des liens entre des sous-disciplines, il y a des liens qui sont faits seulement par le génie, auquel on n'a pas du tout pensé. Hein. La machine dans l'encyclopédie fonctionne en particulier grâce à ce 3e type de lien où le génie fait des sauts entre les disciplines et rassemble et montre l'unité du savoir. Et je me demandais si, encore une fois, Novalis et ces penseurs-là étaient au courant, enfin avaient lu ces textes qui étaient quand même largement diffusés en Europe à cette époque-là. Merci. Merci pour votre question. Donc, en ce qui concerne l'analyse combinatoire, donc c'est assez précis. Novalis a fait plusieurs études, donc il écrit ses fragments sous l'influence de la philosophie du droit, de la nature philosophie, mais notamment sous l'influence des cours qu'il a reçus en lisant
les ouvrages de Hindenburg. Il s'agit d'un mathématicien de l'époque qui a développé la mathématique combinatoire. Donc, l'analyse combinatoire propose une articulation entre la réflexion qualitative, qui s'intéresse surtout au rapport d'égalité entre les choses, et la façon dont cette réflexion qualitative s'énoue à la réflexion quantitative, les candidats qui s'intéressent aux ressemblances. Donc, c'est ici un rapport analogique qui subit une formation des constantes de réversibilité en vue de l'harmonisation. Et à ces points qu'on peut déceler ce que vous avez mentionné comme un élément de rupture. Parce que le génie novalisien, plus précisément, mais en général, le génie à l'intérieur du premier romantisme allemand, qui se développe autour du Cénacle viennois, progresse vers l'harmonisation, vers le perfectionnisme, mais il n'est pas destiné au perfectionnisme. Donc, il doit lui-même imposer des ruptures qui ponctuent son parcours. Ces points va plus tard, la modernité au XXe siècle, même au XIXe siècle, au romantique français, proposer les motifs de la manque, du défaut et tout ça. Je ne me rappelle plus l'autre question. Donc, ça, c'est pour les combinatoires. Et s'il était un lecteur, oui, bien sûr, il était un lecteur assidu de Diderot. C'est pourquoi Novalis, lorsqu'il commence ses études en géologie, il établit un projet de constituer lui-même sa propre encyclopédie. Donc, bien sûr, mais l'influence exercée de la part de Diderot sur Novalis consiste surtout au faire de la systématisation, c'est-à-dire d'une approche systématique et pas aléatoire, tout d'abord des couches géologiques, mais ensuite de la concordance de toutes les sciences à une seule. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Oui, je me permets, juste par rapport à la question, ou tout au moins la réflexion qui était faite sur la relation continue-discontinue, et sur cette échelle de graduation, entre guillemets, je pense que Diderot a toujours été clair sur le fait que, la nature ne fait pas de saut. Alors ça, il le tient certainement de ses lectures de Leibniz, et c'est lui qui a écrit l'article Leibnizianisme justement dans l'encyclopédie. La nature ne fait pas de saut. C'est repris aussi dans la contemplation de la nature chez Charles Bonnet en 1764, si ma mémoire est bonne. La nature ne fait pas de saut. Donc je pense que pour Diderot, on est vraiment dans la continuité, toujours dans la continuité. D'ailleurs, même quand il fait de la physiologie dans le rêve d'Alembert, il refuse la contiguïté et évoque toujours la continuité, alors ne serait-ce dans le passage de la sensibilité d'un organe, la sensibilité du tout, et justement Diderot a toujours défendu l'idée d'un grand tout, dans lequel il n'y a pas de discontinuité et de saut, mais dans lequel il y a toujours cette idée de continuité. Alors je crois que cette échelle, finalement, elle est très continue, et alors j'ai pas eu le temps de le développer, mais et je pense que justement, c'est l'angle principal de la thèse de doctorat que j'espère finir un jour, à peine commencer, mais c'est vraiment le fait de pouvoir changer cette hiérarchie des codes et de pouvoir replacer à la base de la hiérarchie des codes, code naturel, code civil ou social, ou politique et code religieux, de pouvoir replacer le code naturel et de montrer que dans cette hiérarchie des codes, qui serait du coup une pyramide avec comme socle le code naturel qui remonterait jusqu'à un code religieux que Diderot n'a d'ailleurs jamais nié, en quelque sorte, et il défend la faculté de théologie dans son plan de l'université. Je crois que c'est le moyen pour lui de repartir de la nature qui ne fait pas de saut, de repartir vers cette hiérarchie ascendante plutôt qu'une hiérarchie descendante, du code religieux vers le code politique, social, civil, avec, je dis rapidement, une négation quasiment du code naturel. Je crois que pour lui, cela participe aussi de cet enjeu de pouvoir avoir une continuité des trois codes
qui s'imbriquent, qui s'interpénètrent, et la nature ne fait pas de saut. Donc je pense que sur cette échelle, il n'y a pas de saut. Alors c'est pour ça que quand il évoque que finalement, on est placé sur un échelon et que parfois, on tente, on essaie d'aller sur un échelon supérieur, alors il le dit, on est mal à l'aise. Mais comme je le disais enfin, je crois que la porte n'est pas fermée au fait qu'on puisse essayer d'agrandir, de grandir son esprit, et ce, dans une forme de continuum, comme il le dit d'ailleurs dans sa physiologie et dans son rêve d'Alembert. Et on a les seins d'abeilles, l'image des seins d'abeilles, il y a vraiment un continuum et non pas une continuité. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Et l'encyclopédie, juste pour répondre sur l'encyclopédie, il faudra bien entendu le relire. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dès le début de l'article, il a été marqué encyclopédie, enchaînement, alors rassembler les connaissances, enchaînement de connaissances. Et enchaînement, on est bien dans la chaîne continue des êtres, et comme on peut être dans la chaîne continue des connaissances. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. J'aimerais ajouter quelque chose à ma oui. réponse à M. Perras. Donc, il s'agissait de la notion de sauteur par excellence, si je ne me trompe pas. Donc, M. Perras a une précision, la nature se transforme par son, nous dit Novalis. Le génie est le sauteur par excellence. Mais pourquoi ça? Parce que Novalis, même si c'est un esprit assez calme et apaisé, il répond à Diderot. Et donc, pour lui, on doit être prêt et ouvert à l'imprévisible. On doit se méfier de la linéarité, être ouverte au saut, c'est-à-dire subvertir la linéarité des choses. Bien, merci beaucoup. Alors, et du coup, je ne sais pas s'il y a encore des réactions sur cette discussion-là qui est passionnante, mais sinon, il y a aussi une question qui est dans la discussion. Pour Monsieur Lannoy, qu'en est-il du génie chez les femmes pour Diderot? Bon, alors, je sais de qui vient la question, et je m'en doutais un peu, puisque c'est dans nos échanges sur les sciences de l'éducation. Donc, merci Wendy de l'avoir posée. Bon, alors, si la question ne m'étonne pas, je suis toujours un peu maladroit pour y répondre, parce que, comment dire, parce que je ne veux pas être indélicat. Mais Diderot, alors, on l'a dans la réfutation suivie de l'ouvrage de l'homme d'Helvétius, Diderot l'évoque. Et il l'évoque, alors on l'a d'ailleurs je remercie les organisateurs qui m'avaient souligné l'existence de l'article de Gerhard Sanger sur le génie. Il le cite, ce passage. Alors je vais me permettre de lire ce passage parce que c'est vrai que c'est un élément intéressant. Helvétius écrit « Les femmes de génie sont rares ». Et Diderot répond « D'accord ». Helvétius continue « Elles sont mal élevées ». Alors vous voyez, je pense vraiment que le lien génie-éducation est à traiter. Alors, pardon, je me place, hein, et voilà ce que dit. Elles sont mal élevées. Et Diderot écrit très mal. Mais leur organisation délicate, mais leur assujettissement à une maladie périodique, à des grossesses, à des couches, leur permettent-ils cette force et cette continuité de méditation que vous appelez la créatrice du génie et à laquelle vous attribuez toute importante découverte. Voilà. Et il dit, le petit nombre de femmes de génie fait exception et non pas la règle. Bon, alors, oui, je pense que Diderot se cache encore derrière la physiologie d'une certaine manière. D'ailleurs, dans son écrit sur les femmes, si mon souvenir est bon, il écrit qu'en fait, elles ne sont pas, pardon mesdames, hein, elles ne sont pas organisées comme nous. Donc, il revient encore sur la notion d'organisation. Alors, j'oserais dire, si Diderot, in fine, va placer le génie dans ce que l'on appelle la tête, dans le cerveau, dans la tête froide. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'a un peu dans le cas du paradoxe sur le comédien, hein, quand il examine finalement l'organe central, le cerveau, et lorsqu'il examine le circuit périphérique des fibres nerveuses, etc., il le dit bien, le bon comédien, c'est celui qui joue de tête et qui ne se laisse pas aller à sa sensibilité, etc., etc. D'une certaine manière, Diderot, je crois, très souvent considère que les femmes se laissent déborder par leur sensibilité. Alors, il y a le jeu du diaphragme, du cœur, du système périphérique nerveux.
elles peuvent tomber dans les pommes, s'évanouir, etc., à une nouvelle, alors qu'il faut garder la tête froide. Il y a un article de Roland Mortier d'ailleurs là-dessus. Quelque part, ça vient jouer le balancement entre l'esprit philosophe, celui qui pense, l'esprit observateur, les pensées sur l'interprétation de la nature et l'ouverture d'une philosophie expérimentale sur les sciences expérimentales, de l'esprit enthousiaste, prophétique d'une certaine manière, ou en tout cas l'enthousiasme. Alors les femmes de génie, il y en a peu. Je pense que Diderot, dans sa conception d'éducation, en tous les cas, ne creuse pas l'affaire, parce qu'au XVIIIe siècle, pardon, je schématise beaucoup, mais outre le fait qu'il avait beaucoup de sensibilité et d'affection pour sa fille Angélique, d'ailleurs il regrette que ce soit son épouse qui s'occupe de l'éducation de sa fille, mais c'est vrai qu'elles étaient soit au couvent, soit à la maison, dans l'éducation qui leur était donnée, et Diderot considère souvent l'éducation, bon, il écrit pour Catherine II aussi, donc la maison des cadets, etc., donc il considère plutôt les garçons, mais je pense qu'il ne ferme pas la porte. En tous les cas, une éducation, et Fénelon a un peu guidé sa réflexion, hein, une éducation sur les jeunes femmes, mais le génie, je crois que l'imagination forte, les passions fortes, la fougue forte, la sensibilité forte des femmes, peut-être l'éloigne in fine de cette capacité ou fait de cette capacité rare. Et pardon, je suis trop long, mais je m'amuse toujours à citer l'exemple de Madame Riccobini, hein, qui est cette actrice qui ne parvient pas finalement à devenir une grande actrice, et il le dit dans l'ouvrage Adessius, ce n'est pas dû à l'éducation, elle avait toute l'éducation qu'il fallait. Ce n'est pas dû au hasard des circonstances, le hasard l'avait bien favorisée. Ce n'est pas dû à l'intérêt, elle portait un grand intérêt pour le théâtre, et Diderot dit bien entendu sur cette actrice qui était une médiocre actrice, et que finalement la nature ne parle pas en elle, qu'elle n'a pas l'aptitude naturelle pour être géniale. Donc voilà, si on se résume à la physiologie, peut-être, mais là, vous avez bien compris que j'y vais avec délicatesse parce que je ne connais pas le nombre aujourd'hui qui nous partage, mais peut-être que la physiologie féminine tend moins à cette capacité du génie. Mais il n'est pas impossible, mais il est rare, très rare. Et les exceptions ne font pas la règle. Oui, Madeleine? C'est juste que je trouve ça quand même assez paradoxal que ce soit la femme qui communique à l'enfant pendant sa période de grossesse toutes les dispositions possibles pour être le génie, pour être un futur génie, mais qu'elle-même ne le soit absolument pas. À votre avis, comment est-ce que Diderot articule cette idée de la transmission par la femme des dispositions du génie sans qu'elle en ait elle-même? Oui, c'est vrai que ça pourrait paraître paradoxal. Je relis la citation. La raison ou l'instinct de l'homme est déterminé par son organisation et par des dispositions, des goûts, des aptitudes que la mère communique à l'enfant. Comment dire, c'est là où il faudra que je recherche, et si vous continuez à chercher là-dessus, je serais très curieux, mais oui, elle va peut-être, la mère va peut-être dans ce. Alors, il n'écrit pas dans ça, il écrit ça dans ses éléments de physiologie préparés en 1780, qui est quasiment le dernier écrit de Diderot dans ses éléments de physiologie. Et cette phrase, donc, je ne vais pas dire vient conclure, mais quelque part, Diderot, il le dit, il fait toujours de la philosophie, c'est pas, il n'est jamais dans la certitude complète, d'ailleurs, ce qui lui permet, c'est là où il hésite toujours, et il dit que c'est en revenant le plus souvent sur une idée qui montre la grande force de sa pensée. Je reprends quand même ce que j'ai dit, c'est qu'il peut y avoir cette disposition, mais vous voyez, il le dit dans sa réfutation d'Helvétius, elles sont très mal élevées. Et c'est là où la porte reste ouverte entre le germe et la mauvaise éducation. Et les femmes sont très mal élevées. Alors, je pense qu'il y a une attaque face à ce que l'éducation qui était donnée au XVIIIe siècle aux jeunes filles au couvent. Au couvent, un enseignement par les institutions religieuses. Et on a lu La religieuse pour savoir ce que vraiment Diderot en pense. Et je crois qu'il est quand même intéressé à un moment ou l'autre pour réfléchir à ce que pourrait être une éducation donnée aux femmes. Alors, peut-être qu'elles ont ce germe. Attention, un germe peut-être in fine à contrôler par la tête froide plutôt que par les émotions, que la sensibilité, etc.
Mais il y a un problème, et c'est là où ça sera l'idée que je défendrai et que j'essaierai de défendre dans ma thèse. Certes, il y a le code naturel, certes, il y a ce germe, mais à un moment ou l'autre, il y a la porte ouverte à cette fameuse éducation. Et l'éducation qui est donnée jusqu'à présent aux jeunes femmes, domestiques par la mère, au couvent par les religieuses, ça ne peut pas permettre cette éclosion du germe. Alors je vous dis, je m'amuse parce que Diderot, très souvent, dans sa correspondance, parle très souvent, notamment à Sophie Voland, de l'éducation qu'il aimerait donner à sa fille, qui est visiblement, pourrait être, je ne sais pas, hein, mais qui excelle au clavecin, qui a une pensée extraordinaire. Donc vous voyez, peut-être qu'il pourrait en faire un génie du clavecin, mais à chaque fois, c'est pitoyable l'éducation que lui donne sa mère, etc. Bon, il n'y avait pas une estime intellectuelle très forte pour sa femme, a priori. Mais voilà. Alors, pour vous répondre, mais j'arrête. Vous voyez, c'est peut-être là où il est très clair, il y a un germe, il y a une disposition naturelle, même chez les femmes, mais elles sont très mal élevées. Et il fait bien l'injonction dans la réponse qu'il donne à Helvétius. Voilà. Mais, pardon, il faut que je creuse encore. Sauf si je me trompe et que quelqu'un me reprenne. Non, c'est... Oui, Elisabeth, pardon. Si je peux apporter un tout petit peu d'eau à ce moulin aussi, et à la décharge de Diderot, hein, c'est un très 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 vieux poncif hein, qui date d'Aristote, en fait, de penser que lors de la reproduction, les femmes apportent, je cite, la forme et les hommes l'âme et l'esprit. À ce titre, il n'est pas du tout impossible de considérer qu'une femme puisse transmettre le génie sans en être elle-même porteuse à l'origine. Et vraiment, là, je pense que Diderot reprend ce qui peut arriver à des gens très bien malgré tout, des choses qui sont en passe d'être dépassées ou qui sont déjà dépassées depuis un certain moment chez d'autres. Bon, j'irai pas plus avant là-dedans, mais il me semble aussi que Diderot avait autour de lui certaines femmes tout à fait remarquables. On pense notamment à Marie-Thérèse Rodet-Geoffrin qui lui offre sa fameuse robe de chambre et sur laquelle il n'y aurait peut-être pas dit ce genre de choses-là. Bon, voilà, je laisse ça là et je suis évidemment pas spécialiste de Diderot, mais aussi pour rendre à César ce qui est à César. Voilà. Après, on sait que Diderot était parfois un peu coquin, donc il aurait été capable de tout dire à une dame. Bien sûr.